maximum. Donc Denis Chapuis, moi je suis chambre d'agriculture de Saône-et-Loire. Donc je suis chargé de mission en production laitière, en expé, et, notamment fourrage et lait, production laitière. Et je suis aussi animateur du pôle laitier régional. Alors en 2 mots, le pôle laitier régional, c'est pas une structure, c'est un fonctionnement qui dépend de la chambre régionale et qui permet de mettre en place des essais, alors des essais alimentation ou des essais fourrage, et notamment sur les fermes des lycées de la région. Donc on a fait des essais troupeaux, beaucoup, des essais fourrage aussi, puis on fait aussi des essais fourrage en exploitation, ce que je vous présenterai cet après-midi. Et du coup, à partir de ces différents essais-là, on a des résultats que je vais vous présenter, notamment les essais troupeaux que je vais vous présenter ce matin. Et on va commencer par métail, puis après je vous présenterai des essais sorgho. Et ensuite aussi des essais qu'on a fait sur l'utilisation de graines de soja toastées, enfin de protéagineux et puis de soja toasté. Et l'idée c'est que voilà, c'est des résultats d'essais. Je vous expliquerai un petit peu dans quelles conditions et pourquoi on les a fait. Et surtout, c'est de l'échange, de la discussion. Ça ne veut pas dire que c'est absolument comme ça qu'il faut faire. Ça veut dire que ça permet d'ouvrir la discussion et d'ouvrir des voies qui sont adaptées ou pas. Hein. Voilà. Et l'idée à chaque fois, c'est qu'il n'y a pas de plante miracle. Faut arrêter de croire ça. Par contre, il y a des conditions d'utilisation pour que ça marche ou que ça ne marche pas. Et ce n'est pas dans toutes les situations qu'on peut le faire. Alors, remplacer le métail ensilage par un ensilage de métail protéique. Ça, c'était un peu l'idée. Et en 2 mots, pourquoi? C'est que les métails, il y a quelques années, c'était aussi devenu un peu l'alpha, l'oméga de tout. Ça allait résoudre tout et on pouvait remplacer le maïs en silage, notamment avec ça. C'est aussi des courants qui sont venus un peu de l'Ouest en disant, avec du maïs, du métail protéique, et là on verra pour ce que ça veut dire métail protéique, on peut remplacer le maïs en silage et puis modifier nos structures. Alors ça peut être vrai. Et donc nous on a voulu tester ça, notamment sur 2 années d'essai, et où on est allé jusqu'au bout du truc, c'est-à-dire on remplace complètement le maïs en silage dans nos rations de laitière par du métail protéique. Alors, un petit rappel quand même sur ce que c'est que les métails, et quand on dit métail, on n'a rien dit. C'est-à-dire qu'un métail, c'est un mélange de céréales dominantes normalement et de protéagineux qu'on peut récolter en grains ou en ensilage. Nous, dans nos essais, ils sont récoltés en ensilage. Et selon la proportion des mélanges, on a des valeurs alimentaires et des rendements qui peuvent être très différents. Et évidemment, plus on a rendement, moins on a de valeur. Ça, c'est une constante souvent dans la plupart des fourrages. Et quand on dit, nous, métail protéique, c'est qu'on se positionne dans un schéma où on veut économiser du tourteau, améliorer l'autonomie protéique. Et donc, ce qu'on cherche dans nos mélanges, nous, c'est de la protéine, avant tout, avant le rendement. Et donc, ça veut dire qu'on contient au minimum 60 à 80% de protéagineux ou de légumineuses, pois, vesses, févrole, trèfle éventuellement, récoltés précocement. Pour tous les fourrages, une valeur constante. La valeur du fourrage est très déterminée par le stade de récolte. Plus on fait tôt, plus c'est riche, plus on fait tard, plus il y a de rendement et plus c'est pauvre. C'est une généralité. Qu'on peut compenser en partie avec certains mélanges, on y reviendra tout à l'heure. Et donc l'idée, c'est de viser une forte teneur en protéines pour donner à des vaches laitières. C'est-à-dire qu'on n'aura pas forcément cet objectif-là de ce type de fourrage pour alimenter des génisses ou des vaches allaitantes. Là, on est vraiment sur une valorisation par des laitières. Et l'idée, c'est de réduire des tourteaux, les apports de tourteaux. Donc 2 années d'essai, 2020-2021, qu'on a conduit au lycée de Fontaine. Un petit rappel de ce que c'était nos métails protéiques à nous. 40 kg de févrole, 40 kg de pois, 20 kg de vesses, et un peu de trèfle violet au travers. Bon, ouais. Ce qui était plus ou moins utile, mais enfin bon, il était là. Ensilage relativement précoce, autour du 1er mai. Et puis des rendements qui sont autour de 4 tonnes, 4 tonnes et demie de matière sèche. Févrole. Quand on veut dire, j'y reviendrai un peu dans l'atelier cet après-midi, quand on veut dire métail protéique, ça veut dire qu'il faut mettre beaucoup de protéagineux. Ça veut dire que si on met que du pois, de la vesse et pas beaucoup de céréales, on ne récolte rien, parce que c'est tout par terre. Donc ça veut dire que le tuteur, c'est la févrole qui l'amène. Et elle amène aussi de la protéine en même temps. Et ça marche plutôt pas mal. On verra, nous on est descendu à 0 céréales dans nos essais. C'est le compromis, on a de la valeur mais on n'a plus de rendement. Donc il faut un compromis entre les deux. Et nous, le compromis, on l'a trouvé avec 40 kg de céréales dans le mélange choix. Voilà. Pour rappeler un petit peu les valeurs alimentaires
qu'on avait sur ces années 2019 et 2020, donc ces récoltes voilà, pour faire ces essais-là. Les maïs classiques, deuxième année de maïs en 2020, très peu d'amidon, on était à 16% d'amidon, c'était maïs pas terrible, pas trop digestible. Les métailles, la première année, vous voyez que les métailles récoltées précocement, ça ne fait pas beaucoup de matière sèche non plus, on était autour de 20%. Valeur UF faible, mais ça c'est constant chez les métailles. Et MAT, 18% de MAT première année, 16% un petit peu moins la deuxième année. Voilà. Donc en MAT correct, mais un cran en dessous, on le verra, ça s'est vu dans les essais sur la deuxième année. Alors là, je fais le lien avec aussi un peu le local, c'est-à-dire sur des essais qui ont été faits par Geniatest sur quelques années. Et puis, on voit sur la Haute-Saône, depuis 2017, en compilant les résultats des valeurs alimentaires des métailles, 57 données quand même, on retrouve un peu nos valeurs UF de nos métailles à nous, 0,72, 14 de MAT, seulement, voilà, c'est ça. Et nous, sur nos essais qu'on fait depuis 7 ans aussi, depuis 2016, sur pareil une cinquantaine de données, les valeurs UF à peu près les mêmes, les valeurs MAT en moyenne à peu près les mêmes aussi. Voilà. Donc là, on n'est pas dans nos objectifs. Ça, c'est tout venant, hein, tous les métailles chez tout le monde. Et voilà, c'est surtout des métailles classiques, on va dire. Alors, métailles du commerce, souvent. Que vous achetez tout fait, ou des métailles que vous faites vous-même, mais toujours avec une part de céréales suffisante, importante quand même dans le mélange. Et quand on fait ça, on voit qu'en moyenne, on est autour de 13-14% de MAT. C'est pas si mal, hein, mais c'est pas le feu. Là, c'est aussi des diapos Geniatest où en fait on voit la valeur MAT et la proportion de légumineuses qui est non, c'est quoi ça? Oui, c'est ça. Proportion de MAT et proportion de légumineuses. Donc, on voit, là, quand on a plus de 40% de céréales, et ben, plus on augmente au-dessus, enfin, comment je veux dire? Voilà, en gros, la tendance, elle est là. Alors, plus on a de protéagineux, plus on a de MAT, c'est ce qu'on voit ici. Mais sauf que, donc la tendance, elle est comme ça, sauf qu'on peut aussi avoir des valeurs MAT très bof, avec pourtant beaucoup de protéagineux et peu de céréales. Et ça, c'est le stade. C'est pour ça que quand moi je parle de qualité, je ne parle pas seulement de composition, je parle aussi de date de récolte. Parce que pour moi, ça va l'un avec l'autre. Il faut tout jongler. On ne peut pas se dire, même des métailles avec beaucoup de protéagineux, si on attend trop, la valeur baisse quand même très vite. Alors la valeur UF, de toute façon, on n'en a jamais beaucoup, mais la valeur en protéines, elle baisse aussi. Un autre élément qu'ils avaient travaillé au niveau de Geniatest, c'était la valeur, en fait, UF et le stade. Donc, on en revient, hein, entre le 21 avril, 27 avril, 5 mai. Donc, en fait, il n'y a pas beaucoup d'écart entre les dates, là. Hein. On voit que la valeur, elle baisse très, très vite. Et alors, la coupe directe joue. On voit que ça baisse. Mais en plus, ressuyer au moment de le récolter, le fait, plus, ça on le verra aussi, mais plus ça reste longtemps au sol, plus ça perd en termes de valeur. Et donc, c'est pour ça qu'en ensilage, on perd moins de valeur que si on le fait en enrubanage, notamment. Et que vaut mieux le récolter un petit peu plus humide que de vouloir faire trop sec, parce que la valeur UF aussi, enfin UF et MAT baissent aussi très vite. Donc il y a les deux effets qui se conjuguent. Et donc, quand on met des métailles classiques avec pas mal de céréales, un des éléments de déclenchement de la date de récolte, c'est le stade de la céréale. C'est-à-dire qu'il faut être à 2 nœuds, enfin voilà, l'épi au deuxième nœud. Si on attend trop, là ça baisse très très vite. Quand le pois commence à fleurir, là, il faut être prêt à y aller, quoi. Alors, je reviens justement sur nos essais qu'on a conduits sur les 2 années au lycée de Fontaine. Donc, juste pour décrire un tout petit peu le troupeau, 75 vaches, Montbéliarde, stabulation paillée, caillebotis, bloc terrestre central, on a un système de ration complète. Et donc, ce qu'on a voulu tester, nous, c'était quelque part l'impact. On se dit, quand on donne une ration à base de maïs, on apporte beaucoup d'énergie qu'on corrige avec du tourteau pour amener l'azote qui va en face pour équilibrer. Là, en fait, la démarche, c'est l'inverse. On amène un fourrage riche en protéines et on va remettre de l'énergie sous forme de céréales, maïs épi ou autre chose pour équilibrer la ration. Donc et en se disant, l'énergie qu'on apporte, on la produit nous-mêmes, donc logiquement, ça doit nous coûter moins cher.
Alors, matériel et méthode, donc 2 essais, des lots de 30, entre 25 et 30 vaches à chaque fois, un lot témoin, un lot XP, c'est-à-dire que des vaches qui ont été séparées sur les mêmes caractéristiques, hein, on fait des couples, et puis elles sont mises chacun dans un lot, et puis elles reçoivent 2 rations différentes pendant en gros 10-12 semaines d'essai en fonction des années. Tous les jours, on a le lait brut avec les compteurs. On fait un contrôle laitier toutes les semaines, TB/TP, urée, cellule. Et puis, on fait des notes d'état et puis des pesées une fois par mois à peu près. Alors là, un tableau un petit peu compliqué, mais on va aller à l'essentiel. C'est la ration, la description des rations qui ont été ingérées. La première année, on n'avait mis que 7,5 kg de matière sèche de métail. En face, on avait 10,5 kg de maïs. Cette année-là, à Fontaine, ils avaient de la betterave fourragère. C'est la dernière année qu'ils en ont fait, je crois. Donc, qui ramenait aussi de l'énergie dans la ration et qui pouvait, sur le principe, plutôt pas mal compléter le métail. Et puis, tourteau de colza, 1,8 kg. Et puis, maïs grain, quand même, 3,4 kg. On est en matière sèche pour corriger la ration. Donc, et on économisait, on le verra au passage, un peu plus de 2 kg de tourteau. La deuxième année, on a voulu monter un petit peu en métail, en sachant qu'il était un petit peu moins bon que l'année d'avant. Et donc, là on ne le voit pas, mais au niveau ingestion, ça s'est un petit peu connu sur l'ingestion totale. Et puis on n'avait plus de betterave, et donc on a corrigé par maïs épi plus céréales. Donc si on passe à l'autre, ouais, si c'est ça. Donc vous voyez, c'est ce que j'avais dit de toute façon. Ah, si, il y a un élément quand même important. C'est que comme on ramène quand même beaucoup de céréales dans les rations où il y a du métail, parce qu'il faut ramener de l'énergie que le métail n'apporte pas, on amène donc des céréales, ce qui fait que notre taux d'amidon dans notre ration XP avec métail, la première année, c'est pas trop connu parce que l'énergie, on l'a amené avec de la betterave. Mais la deuxième année où on a amené du maïs épi plus des céréales, on voit que le taux d'amidon a déjà changé entre les deux, d'autant plus que l'année 2021 sur le maïs n'était pas terrible au niveau amidon pour le maïs. On a des niveaux de concentré quand même qui sont à 6 kg et 10 kg en deuxième année par rapport à 5. Et puis un pourcentage de concentré qui se connaît surtout la deuxième année, qui est quand même beaucoup plus fort sur le lot métail. C'est logique, hein, on est obligé, on économise un peu de tourteau, mais il faut ramener aussi beaucoup d'énergie derrière. Alors, la première année, 7,5 kg de matière sèche de métail, ça a permis de remplacer 2,4 kg de matière brute de tourteau, colza. Et il a fallu ramener 3,8 kg de maïs grain et de blé dans la ration. En année 2, sans betterave dans le mélange, on a économisé seulement 900 g de tourteau, parce que dans la ration témoin, finalement, il y avait de l'enrubanage de luzerne aussi. Et puis le métail était quand même moins riche, donc il a fallu quand même compenser avec du tourteau. Et par contre, l'énergie, il a fallu amener 6,3 kg brut supplémentaires de céréales. Alors après, parce que l'idée quand on fait des rations XP comme ça, c'est que nos deux rations soient équilibrées au même niveau en termes de potentiel laitier. C'est-à-dire qu'on ne fait pas d'impasse ni sur les UF, ni sur les protéines apportées, sur des mêmes niveaux d'ingestion. Et donc après, on distribue ça au deux lots et on voit ce que ça fait. Production laitière, vous avez les courbes ici. En fait, sur les 2 années, pas d'écart significatif sur la production laitière. Un petit peu moins la première année, un peu plus la deuxième. La qualité des fourrages était un peu moins bon en deuxième année, ce qui fait que le lait moyen dans les deux lots était un petit peu plus bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec une ration métail, sans maïs, on peut faire autant de lait qu'avec une ration maïs, sous réserve de le corriger comme il faut avec des céréales. Après, sur le TB/TP, première année, pas d'écart significatif statistiquement sur les taux, ni en matière, ni en taux. En deuxième année, par contre, on a vu des écarts un petit peu plus forts, notamment en TB et un petit peu en TP. Pourquoi? Parce que là, on a baissé le TB, on a augmenté le TP. Vous avez vu les taux d'amidon qu'on avait dans cette ration-là, les écarts de taux d'amidon. Et en fait, ça a été démontré, notamment des études de l'INRA avec Sauvant, que plus le pourcentage de concentré d'amidon rapide est élevé dans la ration, plus on pénalise le TB et on soutient le TP. Donc là, classiquement, c'était lié vraiment à la complémentation en céréales qui était apportée,
qui a joué sur les facteurs des taux. Alors les critères techniques, maintenant on a vu que sur la, enfin technico-économique plutôt, on a vu que sur la technique, finalement voilà, on arrivait à faire du lait, des taux avec du métal, pas de souci. Au niveau coût de ration, la première année, finalement, bon an mal an, c'est pas tellement d'écart. Les coûts de ration sont à peu près identiques. Coût de concentré aussi, la marge brute au litre de lait, c'est à peu près la même. Donc ça veut dire qu'avec un métal de qualité et pas trop de céréales à porter parce qu'on avait les betteraves qui ramenaient de l'énergie sous une autre forme, finalement ça tenait à peu près la route. En deuxième année où il a fallu apporter, le métal était un petit peu moins bon, il a fallu apporter un peu plus de céréales. On voit que là, pour le coup, le lot métal, il coûte un petit peu plus cher en concentré, en coût de ration totale, et on diminue un petit peu la marge brute, finalement, de ce lot-là. C'est pas non plus la catastrophe. Voilà, c'est un petit peu moins bien, c'est lié à l'année et au fourrage, mais globalement, c'est pas complètement déconnant, le lot métal par rapport à maïs, en sachant que nous, voilà, quand on fait nos essais, on va au bout, on maximise un petit peu, on remplace tout le maïs par du métal dans une exploitation. On verra plus tard, la solution, c'est peut-être des solutions un peu intermédiaires. On n'est pas obligé de faire des switches comme ça. Alors, on a voulu aller aussi un petit peu plus loin. C'est-à-dire que là, on s'est un peu plus loin que vraiment la ration, le coût de ration, la marge brute. On s'est dit, parce que moi, j'avais eu quelques cas d'éleveurs qui m'avait dit, alors en Bresse en plus, où il y a du potentiel maïs, en disant nous ça nous fait trop de boulot au printemps, on en a marre, je voudrais faire du métal et supprimer le maïs en silage dans les rations. Ça veut dire que on a fait la simulation en disant si on enlève l'ensilage maïs de la ration complètement sur le lycée de Fontaine, 75 vaches, centaines d'hectares, etc. Et quelle surface il faut pour nourrir le troupeau si on met du métal à la place. On voit que sur un système témoin classique comme ils étaient, maïs herbe, 75 hectares. Pour nourrir le troupeau, 75 hectares, dont 3 hectares de céréales. Quand on fait le calcul pour nourrir sur 6 mois d'hiver qu'avec du métal et pas de maïs en silage, les surfaces nécessaires à récolter, en 100% métal, c'est 104 hectares. Déjà, on augmente de 30 hectares les besoins de surface. Ce qui se comprend assez facilement, parce que quand chez nous, on a des maïs qui sont 12 tonnes de matière sèche à peu près, on a des métals qui sont à 4. À la louche, il faut 3 fois plus de surface à récolter et à semer, pour faire remplir la même quantité de silos puis couvrir les besoins des animaux, quoi. Donc déjà rien que ça impacte fort sur la partie assolement, sur les stocks, et sans compter qu'on va aussi consommer des surfaces en céréales qu'on aurait pu vendre, puisque forcément faut les produire et puis les redonner dans la ration métal, quoi. Et donc on a été jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on a compté dans notre système, toutes les charges de mécanisation, de semis, de semences évidemment, mais de semis, de travail du sol et de récolte pour faire nos 100% métal dans le système. Et donc on voit qu'avec une ration classique un peu témoin, coût total par an du système avec la main d'œuvre, on était à 48 000 €, enfin 50 000 €, 66 pour le système métal. Alors que effectivement sur la partie achat de concentré, là, on est à 22 000 €, alors que le lot métal, on n'est plus qu'à 13 000 € à la louche. On a une vraie économie sur le tourteau, donc on améliore bien l'autonomie protéique. Sauf que sur le système total, compte tenu de la mécanisation, du temps à passer et des surfaces, notamment, vous voyez, en termes, on a presque 15 jours d'écart en termes de boulot, temps de semis, de récolte, etc., vu les surfaces en plus qui sont à récolter. Globalement, dans le système ici, et je dis bien dans le système ici où on a un potentiel maïs qui est correct, autant ça peut être séduisant sur la ration elle-même, etc., autant quand on reprend un peu de recul et bouleverser son système fourrager et son assolement pour passer sur un système 100% métal, globalement, économiquement, c'est pas pertinent. Voilà. Ça peut l'être dans certaines situations, notamment si on a des potentiels maïs qui sont qu'à 8 tonnes, ou etc. Là, il faut se poser la question, pourquoi pas? Dans un système maïs où le maïs est quand même relativement productif, il faut bien réfléchir avant tout, parce que ça peut aussi complètement désorganiser le travail et la main-d'œuvre sur l'exploitation. Du métal à la place du maïs. On améliore effectivement l'autonomie protéique. Par contre, attention, variabilité des valeurs ématées du métal, c'est-à-dire que la date de récolte, la composition sont importantes. Il faut pas mal prévoir de céréales, soit à paille, soit à maïs épi pour corriger.
C'est un effet agronomique indéniable sur la structure, sur l'effet précédent. Par contre, voilà, potentiellement, les rendements ne sont pas les mêmes, donc il faut aussi plus de surface. Et dans notre simulation, on voit que si on passe du tout au tout, il faut plus de temps de travail pour arriver à caler le système. Et puis, économiquement, ça dépend. En coût d'achat d'instant diminué, mais le coût de production augmente. Ça dépend aussi, effectivement, de l'année. Si une bonne année maïs, une mauvaise année maïs, l'équilibre économique est pas forcément atteint. Et donc, en système laitier, les métayers protéiques, je reviens là-dessus, améliorent l'autonomie protéique. Ça diversifie aussi un petit peu ce qu'on a vu. Mais il y a des limites sur le coût, la valeur et sur le rendement. Et dans les conditions favorables ou correctes pour un maïs, le bon compromis, c'est certainement dans une ration mixte, où on incorpore un peu de métail dans la ration, dans le système, pour sécuriser justement, avec des dérobés, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, quand on veut augmenter notre sécurité alimentaire et quelque part, et puis augmenter un peu de 15 ou 20% de marge de sécurité à monter un petit peu plus. Les dérobés, dont le métail, peuvent être une voie intéressante. Et en laitier, choisir plutôt des métails protéiques. Voilà, c'était aussi surtout ça. Et ça permet d'optimiser un peu la valeur des deux fourrages et les qualités des deux fourrages, qui sont du coup complémentaires, et sans bouleverser l'assolement et le travail. Donc le message, c'est ça. C'est plutôt de dire il y a un bon équilibre à trouver pour justement diversifier et s'adapter.